Et hello Cyril. Incroyable, ça marche cette fois. Et oui, c'est tout bon. Cette fois, on est en live. Parti. Bon, on va laisser les premiers arriver, se connecter tranquillement, 19h, 19h pile, euh, pour On est parler ponctuel chez les endurants. toujours ponctuel chez les endurants, exactement. Plus que la semaine dernière. Enfin, on était connectés la semaine dernière, mais Mm. vous l'aurez compris, Instagram n'a pas voulu de nous. Donc, on n'a pas réussi à lancer le live nutrition qui était prévu mercredi. Et donc, Ouais. on se rattrape ce soir. Et j'ai envie de dire que c'est pas faute d'avoir essayé. Parce que franchement, je pense qu'on a épuisé toutes les méthodes de connexion au live Instagram disponibles. C'est clair, c'est clair. Entre le PC, le téléphone, chacun de notre côté, on a épuisé le stock, mais rien à faire. Donc on se rattrape ce soir. Je te propose de démarrer si ça te va. Pour... Ouais. Alors attends, je lance juste l'enregistrement du podcast puisque j'ai oublié de le faire et que les lives seront rediffusés pour les absents en podcast sur Coréa Mieux avec les endurants. Mais c'est bon, on peut Yes. commencer. Génial. Et ben super. Merci Cyril d'être là et d'accepter de parler nutrition ce soir avec les endurants. On va parler besoins du sportif d'endurance, on va parler métabolisme, on va voir comment est-ce qu'on peut individuellement répondre à nos différents besoins. Et ce thème fait vraiment écho avec ce qu'on essaie de mettre en place tous les deux, et notamment le stage Trail et Nutrition qu'on a mis en vente dans le Vercors, qui aura lieu au mois de mai, sur le week-end du 1er mai. Euh, Peut-être commencer par te représenter pour celles et ceux qui n'étaient pas là sur le premier live entraînement. Et puis après, je présenterai rapidement les endurants avant de plonger dans la thématique de la nutrition, si ça te va. Ouais, ça me va. Et bah, du coup, Cyril Forestier, chercheur en sciences du sport, animateur du podcast Courir mieux, du podcast du site, de l'Instagram, Courir mieux, je crois que j'ai fait le tour, et entraîneur aussi de quelques athlètes en trail et trailer pratiquant également. Une petite, une paire de casquettes sur la tête en même temps. Tu, Ça tient, tu, tu ça tient un peu chaud, mais ça va. Ouais, j'imagine. Du coup, moi, je suis Léo, j'ai fondé les Endurants. Alors, pour ceux qui ne nous connaissent pas non plus et qui arrivent via le profil de Cyril, les Endurants, nous, on est une agence de voyage spécialisée dans les sports d'endurance, donc vélo, course à pied, triathlon, trail. L'idée, c'est d'organiser des séjours thématiques et sur ces séjours, on va toujours traiter voilà, de les différents piliers de la performance. Donc, ça peut être l'entraînement, ça peut être la nutrition, ça peut être la préparation mentale, mais également d'autres sujets si tu souhaites voilà, découvrir une pratique, découvrir une technique. L'idée, c'est d'avoir des stages qui parlent à tous les niveaux de pratiquants et qui répondent à différents types de besoins. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, on a notamment des stages trail et nutrition avec Cyril dans le Vercors au mois de mai. Euh, et donc aujourd'hui, la thématique de la nutrition, pour commencer, pour plonger directement dans le sujet, Cyril, tu peux nous dire un peu globalement comment fonctionne notre corps, qu'est-ce qui va finalement nous demander quand on va partir courir, partir faire du vélo ou aller nager. Ouais. Petit disclaimer avant de commencer que je trouve important. Je ne suis pas diététicien, je ne suis pas nutritionniste, je suis chercheur en sciences du sport. Donc ce que je vous dis là, c'est de la vulgarisation d'études sur la nutrition et l'exercice. Mais si vous avez un doute ou des pathologies particulières ou quoi que ce soit, je vous conseille d'aller consulter soit un diététicien spécialisé, soit un médecin, un nutritionniste du sport. Et j'ai bien dit un médecin nutritionniste du sport. Alors, euh, globalement, qu'est-ce que la littérature nous a dit sur ça? À l'effort, alors je simplifie, à l'effort, on a trois macronutriments qu'on pourrait utiliser pendant l'effort. On a les protéines, les lipides et les glucides. C'est globalement les trois macronutriments qui existent. J'ai souvent tendance à dire que pour simplifier, pour mieux comprendre, les protéines, on va les mettre de côté. Elles sont très peu utilisées. Quand elles sont utilisées, les protéines à l'effort, c'est généralement pas très bon signe. C'est qu'on est dans des durées d'effort extrêmes, qu'on est très loin, qu'on n'a absolument plus rien à cramer et il faut produire de l'énergie. Donc le corps va choper, va prendre ce qu'il peut prendre, mais c'est pas une bonne idée. Donc on va les mettre de côté. Les deuxièmes qu'on peut utiliser, c'est les lipides. Les lipides et les glucides, ça va être la même chose. Ils peuvent être de deux sources. Soit c'est stocké dans notre corps,
et on utilise des stocks, c'est ce qu'on appelle des stocks endogènes, des lipides endogènes, soit ils sont apportés par l'alimentation. Les glucides, c'est exactement pareil, soit ils sont stockés, soit ils sont apportés par l'alimentation. Et quand on fait un effort d'endurance, je rentrerai si tu veux dans les détails un peu plus tard, mais quand on fait un effort d'endurance, il faut garder en tête qu'on est la plupart du temps sur un mélange, sur ce qu'on appelle un mélange de carburants. C'est-à-dire qu'on va utiliser, parmi tout ce que je viens de dire, trois choses: les lipides stockés, les glucides stockés et les glucides apportés par l'alimentation. Globalement, c'est les trois sources d'énergie que notre métabolisme va utiliser pour produire de l'effort. Il faut garder en tête aussi une chose, ça va dépendre, le mélange de carburant peut être plus ou moins dosé en lipides et en glucides. C'est dur de faire une métaphore parce que ce serait comme faire une métaphore avec une voiture qui roule à l'électrique et au gasoil. Sauf que là, en fait, l'électrique, ce serait la source la plus dynamique et le gasoil, ce serait la moins dynamique. Enfin, c'est l'inverse. Mais donc, bon, vous avez compris l'idée. Donc, c'est un mélange de carburant. C'est un mélange de carburant, glucides, lipides. Et ce mélange de carburant, il change de proportion glucides-lipides en fonction de l'intensité de l'effort. Au plus l'effort est intense, au plus on utilise beaucoup de glucides et pas beaucoup de lipides, parce que c'est long à dégrader les lipides, c'est compliqué à utiliser, ça prend du temps, ça produit pas une grosse quantité d'énergie, donc ça, c'est plutôt utilisé, c'est pas trop utilisé à haute intensité où on a besoin de l'énergie rapide et efficacement. Et quand on diminue l'intensité, eh ben, on va utiliser plutôt des lipides et moins de glucides. Donc, par exemple, si je prends des extrêmes, vous faites un 5 km à fond, à plat, vous allez utiliser énormément de glucides et pas beaucoup de lipides. Ça ne veut pas dire zéro, ça veut dire pas beaucoup. Et vous faites une randonnée en montagne très tranquille, vous discutez avec des potes, vraiment vous marchez tranquillement, vous allez utiliser majoritairement des lipides et pas beaucoup de glucides. Ça ne veut pas dire zéro non plus. Donc voilà, il faut garder en tête que c'est toujours un mélange de carburant et que ce mélange de carburant, il peut changer en proportion entre les lipides et les glucides pendant qu'on a l'effort. Ok. Je rebondis juste sur le mot introductif concernant les protéines. Ouais, Tu dis qu'en fait, on s'en sert pas du tout, censé pas du tout s'en servir, sauf vraiment cas extrême. Mais du coup, pourquoi est-ce que après un effort, on doit finalement se nourrir de protéines pour charger la machine? ouais. Alors du coup, il faut bien dissocier l'alimentation à l'effort, à l'exercice de l'alimentation au quotidien. Si on apporte des protéines en récupération, c'est parce qu'on a, pareil, je vulgarise beaucoup, je fais des raccourcis, mais en gros, c'est l'idée. On a sollicité nos muscles d'une certaine façon, ils ont besoin de récupérer, et pour récupérer, leur nutriment principal pour récupérer, pour reconstruire, pour progresser au niveau musculaire, c'est les protéines. Alors, on casse pas de fibres musculaires, je casse le mythe. La seule chose qu'on peut casser ici, c'est le mythe du cassage des fibres musculaires. On ne casse pas de fibres, mais ça change en fait que nos muscles ont besoin de protéines pour progresser, pour se réparer après un effort musculaire, un effort sportif, D'accord. pardon. Ok, très clair. Donc du coup, si je résume, globalement, on a quand même des besoins quotidiens qui sont présents. En plus, on a nos besoins finalement sportifs qui varient en fonction de typologie d'activité et de l'intensité sur de cette activité. Ouais. Mais moi, la question que je me pose aussi, c'est par exemple quand je sors, tu vois, faire mon petit footing d'une heure ou ma sortie de vélo d'1h30 à rythme tranquille, euh, est-ce que je dois prendre à manger et qu'est-ce que je dois prendre à manger du coup? Ouais. 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 Alors du coup, je redis un truc. Ce que j'ai dit au tout début là, c'était la réponse à comment notre métabolisme fonctionne à l'effort. Quand on est au quotidien, c'est différent et du coup, au quotidien, on mange de tout. Par exemple, là, j'ai dit les protéines, on s'en moque et les lipides apportés par l'alimentation, on s'en moque. À l'effort, pas dans le quotidien. C'est vraiment deux choses très différentes. Euh, pour moi, il y a un point qui est super important à garder en tête, c'est que l'intensité de l'effort, elle va effectivement moduler ce qu'on va plutôt utiliser. Est-ce qu'on utilise plutôt des lipides ou plutôt des glucides? Mais dans tous les cas, il y a un macronutriment qu'on va tout le temps utiliser, c'est les glucides, même si les lipides sont dominants. Pourquoi je te parle de ça? Parce que tu viens me dire qu'est-ce que je mange, qu'est-ce que je prends, est-ce que je dois manger quand je suis à effort de basse intensité? Et souvent, il y a la croyance que je suis à basse intensité, je suis tranquille, j'ai pas besoin de consommer grand-chose parce que je suis à basse intensité, je suis tranquille. Par exemple, j'utilise beaucoup de lipides. Sauf que les lipides, eh ben, ils peuvent pas être utilisés sans glucides. Et c'est ça qui est un peu compliqué, c'est qu'on a des stocks de lipides qui sont infinis. Ok. On est très
mauvais, enfin infinis, j'exagère évidemment, c'est pas infini, mais qui sont gigantesques, même chez des personnes avec des masses grasses très basses et des stocks de lipides qui sont énormes. Donc ça, le corps, il peut les utiliser, mais pour les utiliser, il a besoin de glucides. Donc en fait, le truc dont on a besoin régulièrement, même quand on est à basse intensité, c'est des glucides. Ce qui va vraiment changer pour moi, c'est la quantité de glucides qu'on apporte. Est-ce qu'on en apporte beaucoup parce qu'on est sur des efforts de très longue durée, parce qu'on est sur des efforts intenses, où là, du coup, la machine, elle tourne à fond sur les glucides, elle en utilise énormément, et du coup, il faut apporter beaucoup de glucides. Ou est-ce qu'on est sur, comme tu viens de dire, une sortie basse intensité, un footing tranquille, une sortie vélo tranquille, et dans ce cas-là, on peut consommer juste un peu de glucides, ça suffira. Donc ça, c'est le premier point, le premier élément de réponse. Le deuxième élément de réponse, qui pour moi est important à garder en tête, ça va dépendre de à quel point est-ce qu'on veut enchaîner des séances. En fait, si on s'entraîne, imaginons 2 ou 3 fois par semaine, on a de longues périodes de récupération entre les séances, imaginons on s'entraîne un jour sur deux, on a largement le temps, avec l'alimentation quotidienne, de refaire les stocks de glycogène, donc les petites réserves de glucides qu'on a stockées. On en a très peu, on n'est pas très bon, on est très bon en tant qu'être humain à stocker des lipides, mais on est très mauvais à stocker des glucides. Donc ces petites réserves qu'on a cramées à l'exercice, on les épuise assez rapidement. Mais si les séances d'entraînement sont espacées, globalement, on va refaire les stocks et on peut repartir, par exemple, en s'entraînant un jour sur deux, c'est assez facile. Si on s'entraîne régulièrement, par exemple, on s'entraîne tous les jours, ou alors, 5 jours sur, 6 jours sur 7, des fois, on a du bi-quotidien. Par exemple, je fais une séance d'intensité et puis je vais faire un footing le soir. Ou comme les triathlètes, je fais une séance de vélo ou de natation le matin et je fais de la course à pied le soir. Et ben là, on est dans des situations où on met à mal nos stocks de glycogène. On va très souvent leur demander on va très souvent taper dedans si on prend jamais rien à l'effort. Et là, pour moi, c'est problématique. Parce qu'en fait, du coup, tu vas forcément devoir baisser ton régime d'entraînement. Parce qu'en fait, t'as pas les stocks, t'as pas assez d'essence pour faire tourner le moteur comme tu aimerais le faire tourner. Donc, tu es obligé de baisser un petit peu tout. Et donc, de manière générale, pour les personnes qui s'entraînent régulièrement, moi, j'ai tendance à dire que sur même des footings, des petits footings comme ça, des petites sorties vélo, si on est dans une optique où on s'entraîne régulièrement, ça vaut le coup pour améliorer la récupération, pour moins être cassé, pour moins être fatigué quand on arrive à la maison. Ça vaut le coup de prendre un peu de glucides. Pas forcément besoin d'en prendre beaucoup. Ça peut être sur une heure. Moi, je pense que quand je fais un petit footing d'une heure, je dois prendre une trentaine de grammes. Donc ça correspond à quoi? Ça correspond à une compote, peut-être deux, selon les compotes qu'on utilise. Ça peut correspondre à un petit peu de maltodextrine dans une flasque. Juste un petit peu, mais pour limiter à quel point est-ce qu'on épuise des stocks et donc à quel point on a besoin de récupérer. Ok, ouais, tu t'évites de vider tes stocks en fait presque inutilement, on va dire, sur une séance de récup ou un peu plus calme, Ouais, euh, économiser pour arriver un peu plus frais, ouais, du moins sur ce volet-là, pour ta séance, pouvoir enchaîner tranquillement. ouais. En fait, ça c'est important parce que là tu soulèves un mythe qui est super important à déconstruire. Le mythe de c'est cool de s'entraîner sur pas grand-chose. C'est-à-dire, et je crois qu'on en reparle un peu plus tard dans la Ah vidéo, ouais, mais mais en fait là ta réponse elle le soulève directement. Le mythe de par exemple, si je fais des footings sans rien manger, voire sans boire, pourquoi pas. Sans boire, je trouve que c'est un peu arrêté. On l'entend plus trop. Mais par exemple, le mythe de je fais un footing sans manger ou je fais une sortie longue sans manger, bah, ça va apprendre à mon corps euh, à, à se comporter efficacement quand il n'a pas d'apport. Et ça, c'est un mythe qui est super robuste. Vraiment, le nombre de personnes qui m'en parlent, c'est énorme. Et en fait, il est complètement faux. Le corps sait très bien faire. Le métabolisme sait très bien faire de base. Il n'a pas besoin qu'on lui apprenne à fonctionner quand il n'y a pas de stock. Il sait le faire. C'est de la survie. On sait survivre. Il n'y a pas de problème. Tout ce que ça fait, globalement, d'être sur des apports ou des stocks un peu plus bas, c'est que ça fatigue plus que nécessaire. On développe rien. Peut-être qu'on passe à côté d'une bonne réalisation des séances qu'on veut réaliser. Et donc, dans la balance, il y a beaucoup plus de choses qui font dire c'est peut-être pas une super idée que de choses qui font dire c'est une très bonne idée. ok. Donc en fait, vaut mieux s'entraîner à s'alimenter correctement et à boire correctement, plutôt que d'entraîner notre corps à ne pas recevoir ce qu'il demande. Alors, ouais, pour deux raisons. La première raison, la plus simple, c'est déjà aussi dans une optique de santé. Alors là, je m'adresse surtout aux gens qui s'entraînent beaucoup, régulièrement. Mais déjà, dans une optique de santé, si je mets vraiment complètement de côté le volet performance, dans une optique de santé, il y a des travaux qui montrent que les syndromes de déficit énergétique engendrent des pathologies. J'ai fait un épisode là-dessus à la fin de la saison 1 du podcast, si les gens veulent aller écouter.
Mais en gros, ne pas avoir assez d'énergie, ne pas avoir assez de glucides, eh ben, on sait que ça peut développer des pathos. Il y a des travaux qui disent que ça peut augmenter les risques de blessures, par exemple des blessures de contrainte, des blessures de stress, des tendinopathies, des choses comme ça. Donc, bref, je ne fais pas tout le résumé. Mais d'un point de vue santé, il y a plus de littérature qui nous dit que c'est pas une très bonne idée d'être sur des stocks vides, de manquer d'apport que d'en avoir. Donc, il vaut mieux en avoir. Le deuxième point, qui est super important, c'est que, et tu dois le savoir, dans les sports d'endurance qui durent longtemps, le facteur numéro un d'abandon, c'est les troubles gastriques. C'est le premier. En ultra trail, c'est les troubles gastriques. En triathlon, c'est les troubles gastriques. Je reprends, enfin, il y a 50 exemples cet été de sportifs qui ont dû abandonner pour des problèmes gastriques. Le problème numéro un, c'est les troubles gastriques. En dehors des blessures, bien sûr, mais le numéro un, hors blessure, c'est les troubles gastriques. Et en fait, on sait aujourd'hui que euh, les troubles gastriques, ils sont en grande partie déterminés par le fait que notre métabolisme, on lui demande un truc qui est un peu bizarre. On lui demande d'être à haute intensité pendant très longtemps et en même temps de faire le plus fort possible, parce qu'on ne demande pas à notre métabolisme de marcher tranquillement pendant, par exemple, un ultra trail. Ça, c'est souvent l'exemple qui est donné. Il y a longtemps, on était des chasseurs-cueilleurs, oui, mais on n'essayait pas de faire le meilleur de notre performance. Là, on est dans un contexte de performance. Quand on a un dossard, on essaye de faire de notre mieux possible sur une durée donnée. Donc, on pousse quand même le métabolisme à ses limites. Donc, les troubles gastriques, il semblerait qu'ils viennent majoritairement d'une mauvaise alimentation, donc d'une mauvaise stratégie alimentaire et d'une mauvaise habituation de ce qui se trouve dans notre intestin. Je vulgarise beaucoup, mais des petits transporteurs qui se trouvent dans notre intestin, qui font des allers-retours entre l'intestin et les muscles. Bon, il y a un passage au milieu, mais pareil, je vulgarise. Qui font des allers-retours entre notre intestin et nos muscles pour apporter les glucides, généralement du glucose et du fructose, pour les apporter aux muscles. Ces transporteurs, il faut les habituer, il faut les entraîner. Ils s'entraînent, ils s'améliorent. Donc ça, c'est super cool. Mais en fait, il faut le faire. Et si on veut prévenir les troubles gastriques, il y a beaucoup plus de chances d'en avoir si on s'entraîne tout le temps à rien manger en disant bah ça va passer. Bon, déjà on se surfatigue, on passe mal les séances. Et en plus on arrive aux compétitions, on n'a pas habitué nos transporteurs à bien manger. Et là d'un coup on leur dit bah allez maintenant à partir de maintenant on mange 50 ou 60 grammes de glucides par heure. Et du coup ça marche pas du tout. Donc il y a beaucoup plus de bénéfices, autant d'un point de vue santé que d'un point de vue performance, à consommer des glucides régulièrement à l'effort, plutôt que de s'en priver. Ouais, 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 tout à fait. Et du coup, pour rebondir un peu là-dessus, c'était justement la question que tu as faite et tu as en partie c'est les sorties à jeun. Ouais. Euh, et tout ce que tu dis, du coup, les sorties à jeun, c'est à proscrire. Alors, je vais essayer d'être plus modéré que d'habitude. Euh, c'est pas grave en fait. C'est pas très grave si t'en fais de temps en temps. Ouais, Si tu fais des sorties à jeun de temps en temps, parce que par exemple, je sais pas, le mercredi, globalement, il y a plein de gens qui nous écoutent et qui ont une vie de famille, ou qui ont une vie professionnelle et qui ont des contraintes. C'est-à-dire qu'ils sont pas athlètes à temps plein. Si j'entraîne un athlète à temps plein, un athlète à temps plein ou à mi-temps, par exemple, je lui dirais jamais, jamais, tu vas tout le temps faire tes sorties quand tu as mangé. Et tu manges pendant tes sorties. Là, nous, on est des personnes qui avons des contraintes. Donc, si par exemple, pour passer une séance de footing le mercredi, la seule solution, c'est de partir à jeun le mercredi matin, je dis un exemple le mercredi, puisque c'est un jour, imaginons, qui est compliqué, eh ben, je pense qu'il vaut mieux avoir cette séance dans le calendrier que de ne pas l'avoir. Par ok. contre, par contre, faire des sorties à jeun dans un but particulier, c'est-à-dire je fais volontairement, quand j'ai le choix, je fais volontairement mes sorties à jeun parce que je pense que ça va me développer certaines choses et que je vais m'améliorer, etc. Ça, c'est plutôt faux et la littérature a montré que c'est faux. Il y a une méta-analyse, c'est Geisel et Nibo en 2021 qui regroupe une dizaine de papiers et qui montre que ça apporte rien. Ok. Ça apporte rien sur les perfs. On sait que d'un point de vue santé, c'est pas foufou d'être dans des situations où on manque de glucides, où on manque d'énergie. Et donc tout ça, ça fait dire que c'est plutôt, moi, ça me fait dire que c'est plutôt à éviter parce que ça peut dégrader la santé, parce que ça apporte pas de bénéfices et en plus parce que ça limite le nombre de séances qu'on peut faire. Ça, on sait qu'on a des fréquences cardiaques plus élevées pour une même intensité. Donc pour moi, c'est plutôt à éviter. Ouais, aussi. Et juste une chose que je voudrais terminer, que je voudrais rajouter sur les sorties à jeun, qui pour moi par contre est importante, c'est que aujourd'hui, il existe plein de choses qui peuvent faire qu'on n'est pas à jeun, même si on part super tôt le matin. Pour moi, il faut dissocier s'entraîner à jeun de s'entraîner tôt le matin. Imaginons, je me réveille demain et je veux partir m'entraîner. Déjà, je vais forcément avoir une phase où je dois m'habiller, mettre mes chaussures, me préparer, m'équiper. Donc ça fait déjà une petite durée pendant laquelle je peux prédigérer certaines choses.
Il existe sur le marché des crèmes énergétiques, des produits qui sont comme ça pour la performance, qui sont super faciles à digérer, super glucidiques. Je vais pas citer des marques, mais il y en a qui sont très bien sur le marché que moi j'utilise, des crèmes énergétiques amandes, je crois que c'est celle que j'utilise le plus régulièrement, qui fait que tu peux rajouter une étape quand tu pars t'entraîner, tu te lèves, tu manges ton petit truc avec, je sais pas, du lait d'avoine par exemple que tu t'es préparé la veille au soir, tu te prépares, tu pars. C'est super digeste, donc t'es pas complètement à jeun. Tu as eu un petit apport. Tu peux manger des compotes, tu peux manger des bananes, tu peux manger des choses super digestes comme ça t'aide à avoir un petit peu d'apport juste avant ta sortie. Pendant ta sortie, tu es à jeun, bah, tu peux déjà consommer des choses. Tu peux consommer des compotes, tu peux consommer une boisson d'effort, tu peux consommer des gels si tu veux, tu peux consommer des choses qui t'aident à ne pas trop être dans une situation où tu demandes d'une part à ton métabolisme de produire un effort et d'autre part de le produire sans absolument rien. Alors ok, t'as pas de stock, t'apportes des glucides, principalement des glucides par l'extérieur et ça va un petit peu compenser ce fait que tes stocks sont très bas. Donc même si tu cours le matin, t'es pas obligé d'être à jeun et tu peux mettre en place des stratégies, des solutions qui t'aident à pas l'être. Ok. Et pour aussi faire un pont avec la première vidéo et le focus entraînement qu'on a fait, euh, j'imagine que toi, tu le prends en compte, par exemple, sur les athlètes que tu accompagnes. euh, Si tu sais que la personne, bah voilà, elle doit faire sa séance très tôt le matin et du coup potentiellement à jeun, peut-être que tu ajustes aussi l'intensité de la séance que tu donnes à ton athlète. Alors là, il n'y a pas énormément de littérature. La seule chose qu'on sait, c'est que globalement, toutes les intensités sont... En fait, comme si je reviens sur le point de départ de notre live aujourd'hui, sur l'histoire de mélange de carburant. Quand tu te lèves le matin, bah, il te manque un carburant. Les glucides stockés à cause de la nuit, etc., ils sont diminués. C'est le principe de Agen. C'est principalement les stocks de glucides hépatiques et musculaires, donc stockés dans le foie, stockés dans le muscle, qui sont diminués. Et il te reste que les lipides. Ce mélange de carburant, du coup, tu le perturbes. Si tu es à très basse intensité, tu es plutôt sur des lipides. Il te faut un petit peu de glucides pour utiliser des lipides, ça on l'a dit. Tu peux pas utiliser de lipides si tu n'as pas de glucides disponibles. Mais globalement, comme tu es à basse intensité et que ça dure pas très longtemps, ça peut le faire. Donc, par exemple, un footing de 40 minutes, 45 minutes, 1 heure, ça peut le faire. On sait que tu as des fréquences cardiaques un peu plus élevées quand tu es à jeun. Enfin, un peu plus, ça dépend, hein. Des fois, tu observes même du 10 BPM de plus pour une même intensité, donc c'est pas rien, 10 BPM. Mais tu as des fréquences cardiaques plus élevées, mais je pense que au pire tu ralentis, tu peux rester dans une zone d'entraînement qui est la cible. Si le matin tu essayes de faire un fractionné, et ben là, avec tout ce qu'on vient de raconter, par exemple, tu vois que c'est pas compatible. Déjà, ta fréquence cardiaque elle va être plus haute par rapport à une même intensité, ce qui est dommage parce que le fractionné c'est intéressant au niveau central, c'est-à-dire le cœur, le 2 max, etc. Donc tu peux te dire le cardio est haut, bah, ma séance elle marche. Et en fait, les entraînements à haute intensité, ils sont également efficaces au niveau périphérique, au niveau neuromusculaire. Et ça, on sait que donc, par exemple, au niveau de ta contraction musculaire. Et ça, on sait que ça dépend de l'intensité réelle, donc de la vitesse réelle. Donc si tu es en dessous, parce que tu es à jeun, bah, c'est pas une très bonne idée. Je me souviens plus de quoi on parlait, ça va me revenir. Je te Oui, le type de séance. Donc du coup, forcément, tu veux faire de l'intensité, ça marchera pas trop. En plus, tu veux faire de l'intensité, ça veut dire que si je reprends le mélange de carburant, tu es dans une zone où le mélange de carburant, il est en faveur des glucides, faut pas l'oublier. C'est ce que ton corps va majoritairement utiliser quand tu es à haute intensité. Et donc, du coup, là, tu lui demandes une intensité très élevée alors que t'as pas le carburant qui correspond. Donc, ça marchera pas. Donc, si un athlète à moi me dit j'ai pas d'autre choix que faire la sortie à jeun, je lui conseille de manger un petit peu, juste avant si possible, pendant également, et ce sera une sortie basse intensité, point barre. Et pas trop longue. Ok, très bien. Et alors, bon, on a parlé là un petit peu de la manière dont voilà, dont on fonctionne, de ce qui va, etc. Est-ce que il y a des différences entre les hommes et les femmes? Est-ce que le métabolisme fonctionne différemment à l'effort entre un homme et une femme? Ouais. Alors, à ma connaissance, pas trop. Dans les grandes lignes, non. Dans les grandes lignes, non. Il y a des papiers qui suggèrent que les femmes seraient un peu meilleures à faire de la lipolyse, donc à utiliser les graisses. Par défaut, un peu meilleures que les hommes à utiliser les graisses. Donc elles auraient la lipolyse, c'est quand tu utilises des graisses pour faire de l'énergie, et la glycolyse, c'est quand tu utilises des glucides pour faire de l'énergie. Il y a des papiers qui ont montré que les femmes seraient un peu meilleures en lipolyse par rapport aux hommes, à une même intensité relative. Ça, c'est intéressant parce que il y a des papiers qui montrent là que vraiment dans l'endurance très longue, les femmes sont supérieures aux hommes à cause de différentes caractéristiques de base, et c'est assez établi maintenant. Et une des caractéristiques qui font que les femmes sont par défaut plus endurantes que les hommes, c'est justement en partie grâce à cette meilleure lipolyse. Mais les différences sont pas énormes, mais c'est quand même marqué.
La deuxième chose, c'est que par contre, il faut garder en tête aussi que là, c'est pas pour l'alimentation à l'effort, un petit peu, mais c'est surtout pour l'alimentation au quotidien. Les femmes sont plus sensibles à un déficit énergétique que les hommes. C'est-à-dire qu'en fait, dans mes souvenirs, les chiffres, c'est chez une femme, les problèmes qui peuvent découler d'un déficit énergétique apparaissent à partir de en dessous de 30 kilocalories par kilo de masse maigre par jour. Chez les hommes, ils apparaissent en dessous de 40. Ok. C'est l'inverse. Chez les hommes 30, chez les femmes 40, je crois. Bref, vous avez compris l'idée. Donc en fait, on peut avoir les mêmes problèmes chez les hommes et les femmes, juste c'est pas les mêmes apports qui peuvent les déclencher. Et ça apparaît plutôt chez les femmes. Donc ça, au quotidien, par exemple, pour moi, pour les femmes, au quotidien, c'est encore plus important de faire super attention à son alimentation, même si chez les hommes, c'est super important aussi. Et à l'effort, c'est important parce que le déficit énergétique, ça, je renvoie tous les auditeurs à tout ce que Manon d'Auvergne vulgarise extrêmement bien sur son Instagram et dans différents épisodes de podcast qu'elle a fait, dans le mien, mais il y en a plein d'autres qu'elle a fait qui sont super. Le déficit énergétique, c'est à la fois à l'effort et au quotidien, et donc voilà, ce serait peut-être là la différence entre les hommes et les femmes, mais elles sont pas si marquées que ça. En dehors de ça, elles sont pas si énormes globalement. Un plan alimentaire, moi, que je construis pour un homme, pour une athlète ou un athlète, c'est très sensiblement pareil. Ok, ok, très bien. Et du coup, ouais, maintenant, maintenant que j'ai toutes ces infos, etc., comment est-ce que finalement je peux construire mon plan nutritionnel? Moi, comment est-ce que sur une course, je vais réussir à, bah voilà, calibrer, à adapter ma nutrition en fonction de ce que j'ai besoin et de ce que mon corps me demande. Ouais. Alors, je crois qu'il y a différents types de sports d'endurance qui peuvent nous écouter, donc je vais essayer de répondre. Je vais répondre surtout en fonction de la durée de l'effort. Ok. Si, parce qu'il y a une méta-analyse qui va dans ce sens-là, donc c'est pour ça que je réponds comme ça. Si l'effort Alors, sportif, c'est le regroupement de plusieurs papiers, hein, c'est ça? C'est oui, une c'est ça, ouais, analyse, c'est un papier sur plus. c'est ça. C'est trop fort en fait une méta-analyse parce que plutôt que d'avoir un papier et de dire bah ce papier dit ça, c'est des études qui prennent plein d'études publiées, donc ils peuvent en prendre 5, 10, 15, 30, 50. Les plus grosses que j'ai vues c'était quasiment une centaine de papiers. Donc ils prennent plein de papiers, ils les regroupent et ils disent ok tous ensemble qu'est-ce qu'ils disent. Et du coup ça c'est super robuste, c'est le plus haut niveau d'évidence scientifique. Globalement, si je me souviens bien, si l'effort il est inférieur à 3 heures, il est inférieur à 3 heures, il vaut mieux manger que pas manger. Ça, on l'a déjà dit depuis le début. Mais le dosage importe peu. Et la méta-analyse, elle montrait qu'à partir de 40 grammes, ça suffisait. Mais en fait, c'est assez logique parce que on a dit qu'il y avait des stocks de glycogène, des stocks de lipides, et les stocks de lipides, on va pas les épuiser de suite, mais les stocks de glycogène, on va les épuiser. Mais en 3 heures, globalement, ça tient. Donc, il vaut mieux manger et apporter des glucides que pas manger, parce que 3 heures, c'est vraiment limite. Mais le dosage a peu d'importance, et la littérature, elle montrait que 40 grammes, 70 grammes ou 90 grammes par heure en dessous de 3 heures d'effort, ça donnait les mêmes effets. C'était mieux que zéro, mais ça donnait les mêmes effets. Donc ça, c'est la première chose à faire. Donc si demain je pars sur une course qui va faire moins de 3 heures, eh ben, je pense qu'apporter une quarantaine de grammes par heure, regarder ce que je peux consommer sur une quarantaine de grammes de glucides par heure, c'est bien. Je me rends compte qu'il y a un truc que j'ai oublié de dire en fait au tout début de ma réponse, ce qui sera en fait super important. Pour moi, il y a trois choses en fait à apporter, et il n'y a pas besoin de se prendre la tête plus que ça. À l'effort, il y a besoin de trois choses, et peut-être même que deux. Il y a besoin d'eau. Première chose, il y a besoin d'eau. Bon, je peux pas faire tout ce que je voudrais raconter sur l'eau parce que c'est super long, mais globalement, il faut assez d'eau pour boire à sa soif. Et s'il fait chaud, il faut boire même plus qu'à sa soif. Mais il faut de l'eau. Deuxième chose, il faut des glucides. C'est la seule chose dont on a besoin, en fait. Manger des protéines à l'effort, ça sert à rien. Il y a plein de travaux là-dessus. C'est pas digéré. Au pire, c'est évacué. Au mieux, c'est stocké jusqu'à ce qu'on arrête l'effort. Au pire, c'est évacué. Vous avez compris ce que je veux dire. Deuxième chose, c'est les lipides. Ceux apportés par l'alimentation, on n'arrive pas à les manger, on n'arrive pas à les utiliser. Ceux stockés, on y arrive très bien, mais donc ça sert à rien d'en manger. Troisième chose, c'est les glucides. Et ceux apportés par l'alimentation, on les utilise super bien. Ceux stockés, on les utilise super bien, mais il n'y en a pas beaucoup. Donc j'ai tendance à dire qu'il y a besoin que de deux choses à l'exercice, de l'eau et des glucides. Si l'effort est super long, si l'effort est dans des conditions chaudes, si on transpire beaucoup, il y a quelques travaux qui suggèrent qu'apporter du sodium en plus, ce serait intéressant. C'est tout. Tout le reste, il y a des travaux sur tous les autres électrolytes, le magnésium, le potassium, etc., etc., etc. Ça sert à rien. Actuellement, on sait que ça sert à rien. Ça prévient pas les crampes,
on n'en perd pas spécialement. Donc ça sert à rien vous pouvez économiser ces petits tubes de sodium ou de pastilles d'électrolytes, ça ne sert à rien de les acheter pour l'instant. Si vous aimez bien le goût, pourquoi pas, mais globalement ça change rien. Donc il y a besoin de deux choses, eau et glucides. En dessous de 3 heures, si je pars sur un effort de moins de 3 heures, bah, on sait qu'apporter environ une quarantaine de grammes de glucides par heure, ça suffit. Et boire globalement sur 3 heures, même si vous buvez de manière insuffisante, il n'y aura pas beaucoup d'effets marqués. Quand on dépasse les 3 heures, et ben là, globalement, si on regarde la littérature, ce qu'elle dit, c'est presque, j'exagère un petit peu, mais c'est presque, au plus on mangera de glucides, au mieux ce sera. Les personnes qui pratiquent du cyclisme en Tour de France, ceux qui arrivent, il y a des athlètes de haut niveau en cyclisme qui arrivent à tourner à 150 grammes de glucides par heure. C'est gigantesque, c'est quasiment inatteignable pour 99% des gens, mais eux, ils en bénéficient réellement d'apporter ça, parce qu'ils sont dans des efforts tellement longs, tellement intenses, que en fait, bah, il faut apporter du carburant et la performance sera forcément limitée par la quantité de glucides. D'ailleurs, tu as des travaux super stylés qui ont montré des corrélations quasiment parfaites entre fatigue perçue et stock de glycogène. Au plus tes stocks sont bas, au plus ta fatigue perçue est basse et la corrélation avec les avancées dans le temps, elle était quasiment parfaite. Donc, bref. Donc sur un effort qui dépasse les 3 heures, il va falloir se poser un peu la question de comment boire. Mais bon, généralement, il y a des ravitaillements, il y a des moyens de récupérer de la flotte. Si on boit, j'ai pas envie de dire de bêtises, je suis pas hyper à l'aise sur les quantités de boissons, mais dans mes souvenirs, on a une vidange gastrique qui permet de boire 200 millilitres par 15 minutes, un truc dans le genre. Donc ça fait quand même des grosses doses de flotte, mais tu vois déjà si on boit à sa soif, c'est déjà une bonne base. Les travaux ont montré que généralement quand on boit à sa soif, on a une tendance à boire un peu moins que ce qu'on devrait, voire chez certaines personnes beaucoup moins. Donc moi je suis plutôt à l'aise à dire que si on boit un peu plus qu'à sa soif, c'est pas très grave. Euh, et du coup, la deuxième chose qu'il faut apporter, les glucides. Et ben là, alors, si pour un minimum, c'est 60 grammes par heure pour moi et pour la littérature. Un minimum, c'est d'essayer d'apporter 60 grammes de glucides par heure. Une fourchette optimale, c'est 60 à 90 grammes par heure. Et après, il y a des personnes qui dépassent les 90 grammes par heure. Là, on est sur des personnes qui sont soit très à l'aise avec l'alimentation et l'exercice, soit sur des personnes qui sont très entraînées, soit sur des personnes qui ont accès à des produits que nous, on ne trouve pas dans le commerce. Parce que, je l'ai dit tout à l'heure rapidement, dans le commerce, nous, on va trouver des produits qui mélangent maximum deux sources de glucides, la maltodextrine et le fructose. C'est le plus commun. Tu as d'autres transporteurs qui existent que ces deux-là et qui du coup permettent de transporter encore plus de glucides parce que les transporteurs à maltodextrine et à fructose, ils ont une limite par heure. Si tu sollicites un troisième transporteur, bah, tu joues sur encore une limite. Donc là, tu peux monter, monter, monter. Donc voilà, c'est des personnes qui ont accès à des produits que nous, on n'a pas, qui ont des mélanges de glucides que nous, on n'a pas, que par exemple sur le Tour de France, ils ont, mais que nous, on n'a pas. Et donc, moi, je pense que voilà, 60 grammes par heure, c'est une cible qu'on devrait tous essayer d'atteindre sur un effort qui dépasse 3 heures. Oui, qui dépasse 3 heures. Et après, essayer de dépasser 60 grammes et être dans la fourchette entre 60 et 90, ce serait bien. Il y a un papier qui est sorti, il y a un papier qui est sorti à quoi? Il y a 2 ou 3 semaines, quelque chose comme ça. Kylian Jornet, sur son UTMB 2022, il est entre 50 et 120 grammes par heure, avec une moyenne à 75 sur l'UTMB en intégralité. Ok, ok. Donc voilà. Et ces 50 grammes, c'est plutôt en début de course ou c'est enfin comment? Les 50 grammes, il les a pris sur des portions où il allait plus doucement. D'accord. Euh, il allait plus doucement. Alors ça, c'est encore un autre niveau, mais je pense pas. Enfin, tu vois, moi, par exemple, j'ai peut-être la capacité de le faire pour moi-même, mais c'est assez compliqué et ça commence à sortir et à être discuté dans la littérature. Il y a même un super vieux papier, je crois qu'il est de 94 de Jürgen qui en parle. Jürgen c'est un peu une superstar. C'est un peu une superstar dans la nutrition sportive, qui disait qu'il faut réfléchir à périodiser l'alimentation. Donc, si on vise 80 grammes par exemple par heure, et ben pas être à 80 grammes tout le temps, mais avoir des moments un peu au-dessus, des moments un peu en dessous, pour essayer de soulager nos transporteurs, parce qu'ils peuvent être fatigués, exactement comme nous, ils fatiguent, et du coup, bah, faut un peu les soulager parfois. Mais bon, là, je veux pas trop m'avancer parce qu'il n'y a pas de littérature là-dessus. Donc déjà, quelqu'un qui viserait, tu vois, 70 grammes par heure de glucides en permanence, c'est déjà super. 70, 80, c'est très bien. Mais par contre, il y a un truc dont on n'a pas du tout parlé. J'ouvre une boîte de Pandore. Mais si on dépasse les 60 grammes de glucides par heure, il faut forcément un mélange de sucre. Donc glucose-fructose, c'est le plus commun. Maltodextrine-fructose, c'est exactement pareil que glucose-fructose parce que glucose et maltodextrine, c'est les mêmes transporteurs.
Et du coup, là, tu tombes sur des produits, je vais pas citer de marque, mais il y en a plein, qui sont, quand on voit des choses en fait marquées ratio 1,08, ratio 2,1, en fait, c'est des mélanges glucose-fructose et globalement, vous prenez pas trop la tête, mais entre 60 et 90 grammes, prenez juste un produit qui a un mélange avec un ratio Ok. glucose-fructose. Et du coup, il y a une personne qui pose une question, du coup, j'y réponds de suite. La quantité d'eau ingérée comprend la boisson ISO? Oui, oui, clairement. Clairement. La boisson liquide, ça comprend la boisson ISO. D'ailleurs, isotonique, ça veut rien dire. Ça, c'est super. Ça me permet de rebondir là-dessus. Je le dis directement. La boisson isotonique, ça veut dire qu'elle a une quantité de sodium qui lui permettrait, qui est équivalente à celle dans le sang, si je dis pas de bêtises, et qui du coup lui permettrait de passer plus facilement. Mais en fait, l'isotonie, c'est une concentration quand on applique précisément le dosage qui est écrit sur le paquet. Donc, si ton dosage est de 50 grammes, par exemple, dans une flasque de 500 millilitres, si tu mets 60 grammes, c'est plus isotonique. Si tu mets 40 grammes, c'est pas isotonique. Si tu fais comme moi des doubles dosages, parce que des fois, je pars sur des portions en autonomie, bah, je double dose ma flasque de 500, parce que j'ai pas envie d'en trimballer deux, bah, je suis plus isotonique. Si tu bois ta boisson isotonique et que tu bois un verre d'eau par-dessus, le mélange dans ton estomac, il est plus isotonique. Donc en fait, boisson isotonique, pour moi, bah, en fait, ça veut rien dire, ça marche. C'est pas une très bonne idée de partir sur l'idée d'isotonie. Donc je parle plutôt de boisson d'effort. Ok. Et je te propose aussi de reprendre la question de Mathieu qui Ouais. demande tu normalises la quantité à la masse corporelle. Il avait 1,1 g par kilogramme par heure en référence, plus une quantité chiffrée. Alors, ça a été discuté dans la littérature parce qu'il y a des auteurs qui avaient ça. Donc, il y a un papier qui est super cool dans le cadre du trail, mais qui peut être appliqué dans différents contextes. En fait, dans la nutrition, on a de la chance parce il y a un organisme qui s'appelle la en français, la Société internationale de nutrition sportive. Eux, ils ont regroupé des experts dans le monde entier de la nutrition sportive. Ils en ont regroupé plein. Et ils ont dit, OK, tous ensemble, tous les 4, 5, 6 ans, on fait un point sur des thématiques de la nutrition sportive et on publie les mises à jour, les meilleures mises à jour. Donc quand tu as un papier qui sort de l'International Society of Sport Nutrition, c'est généralement un papier avec 50 auteurs, ce qui sont pleins, et c'est super robuste. Donc on peut vraiment leur faire confiance, ils font un point sur le meilleur qui a été publié pendant 5-6 ans. Et ils ont sorti un papier sur l'alimentation en trail et en ultra trail, et ils disaient qu'il fallait partir sur 1 gramme par kilo de poids de corps. Donc ça revient à ce que dit Mathieu. C'est-à-dire que par exemple, si je pèse 70 kilos, bah, je vais viser 70 grammes de glucides par heure. Si je pèse 80 kilos, je pars sur 80 grammes de glucides par heure, etc., etc., etc. Ça a été un petit peu rejeté. Ça a été un petit peu rejeté et il y a des auteurs qui ont montré, il y a quelques études qui ont montré que le taux de glucides, et c'est super, c'est pas cool, mais en fait c'est cool. Pour certains, c'est pas cool pour d'autres. Le taux de glucides qu'on peut transporter par heure, il est le même, quel que soit notre poids. Ok. Qu'on pèse 90 kilos ou qu'on pèse 60 kilos, on a à peu près la même capacité de transport par heure. Donc globalement, c'est 1 gramme de maltodextrine ou de glucose par minute et 0,6, 0,7 de fructose par minute. Ok. Et c'est fixe, quel que soit notre poids. Et du coup, bah, là, il y a... Attends, tu dis quoi? Ça servira à rien de surcharger, du coup, ça servira à rien d'en mettre plus puisqu'on n'est pas capable de le transporter. Ouais, alors je reviens là-dessus juste après, mais c'est pas à ça que je pensais. Mais je reviens, je te réponds dans 2 secondes. En fait, le problème, c'est que on n'est pas égaux par contre en termes de poids. C'est-à-dire que pour produire un effort en termes de puissance, moi, je vais devoir développer pour une même vitesse, je vais devoir développer plus de puissance que quelqu'un qui est plus petit et qui est plus léger parce que bah, je suis plus lourd. Mais par contre, moi, pour la même vitesse, je consomme plus d'énergie. Et donc c'est là en fait où il y a un espèce d'avantage aux petits gabarits, aux gabarits légers, etc. Ils ont la même quantité de transporteurs que les personnes plus lourdes, mais par contre, eux, ils ont besoin de moins de kilocalories, de moins de glucides par... Enfin, ouais, en gros, ils en consomment moins. Donc ça donne un avantage aux petits gabarits là-dessus. Et du coup, pour ce que tu disais, ça sert à rien d'en apporter plus. Oui, c'est vrai. Ça sert à rien d'apporter plus que ce qu'on peut transporter. Par contre, là, j'ouvre une deuxième boîte de Pandore. Les transporteurs, ils sont entraînables. Et ça, c'est super cool. C'est-à-dire qu'en fait, si vous passez demain à un ratio à 80 grammes de glucides par heure, par exemple, avec un bon ratio glucose et fructose, c'est trop cool. Mais ça va pas passer. Vous risquez d'avoir mal au ventre. Il faut, parce que vous avez jamais fait ça. Et les transporteurs, ils n'ont pas l'habitude de travailler pendant l'effort, vous leur avez pas demandé ça souvent, etc.
Donc il faut monter progressivement et globalement les habitués, c'est ce qu'on appelle le gut training. Et tu as une revue de littérature de 2019 de encore Drop. Je sais pas comment ça se prononce, j'espère que c'est Drop, mais peut-être pas. Euh, qui explique qu'en fait il faut entraîner l'intestin et il faut entraîner ces petits transporteurs. Et il suggère même que les transporteurs les plus efficaces, les plus entraînables, pardon, c'est les fructoses. Qu'en gros les transporteurs à maltodextrine et glucose, ils s'entraînent pas trop. Mais par contre, sur la fructose, on les sollicite pas très souvent et on pourrait plus les entraîner. Et donc, c'est comme ça que petit à petit, en fait, les athlètes, alors j'espère que ça va être clair ce que je vais dire. Si jamais c'est pas clair, vous me le dites. Les athlètes de plus haut niveau, ils monteraient en ratio petit à petit. C'est-à-dire que quand ils commencent à passer les 60 grammes de glucides par heure, ils passent sur le ratio le plus gentil, 1,05. C'est-à-dire 1 gramme de glucose ou de maltodextrine pour 0,5 g de fructose. Et à mesure qu'ils montent et qu'ils s'entraînent, ils passent à 1,08. 1 gramme de maltodextrine ou de glucose pour 0,8 g de fructose. Et il monte, il monte, il monte, et il y a des papiers qui suggèrent que quand tu arrives à, par exemple, 140 grammes par heure, tu devrais t'entraîner à être à un ratio 1,1, 1 gramme de glucose pour 1 gramme de fructose, c'est-à-dire du sucre de table. Le sucre de table, c'est 1,1. Alors, évidemment, nous, ça ne nous concerne pas, parce que déjà, si on arrive à consommer 70 grammes avec un ratio 1,05 ou 1,08, donc c'est parfait. 1,05, on entend des fois 2 pour 1, bon, vous avez compris l'idée. C'est parfait, mais en fait, les fructoses seraient plus entraînables que les autres, et donc ça peut valoir le coup sur certaines séances d'apporter trop par rapport à ce qu'on veut faire à la course, parce que ça peut les entraîner. C'est le principe du gut training. Il n'y a pas beaucoup de littérature sur le sujet. Il y a des preuves sur le modèle animal, c'est-à-dire que ça a été fait chez des rats, ça a été fait chez des chevaux, ça a été fait chez des moutons, ça marche super bien. Par exemple, tu fais des séances. Alors, je vulgarise un petit peu, ça n'a pas été fait chez l'humain, donc faut remettre dans le contexte, hein, mais tu fais des séances où tu cours 3 heures à 90 grammes de glucose, à un ratio par exemple 1,05 ou 1,08, et ben après, quand tu reviens à 70 grammes au même ratio, et ben t'es mieux. Parce que tu as entraîné, en surchargeant pendant l'entraînement, tu as entraîné tes transporteurs, et donc tu es plus à l'aise après. Mais voilà, à la compétition, ça sert à rien de surcharger. Il faut être à un dosage qu'on tolère. Par contre, à l'entraînement, la littérature semble dire que ça pourrait valoir le coup de des fois surcharger intelligemment, avec le bon ratio, etc. Parce que ça entraîne les transporteurs à glucides, donc ça réduit les risques de troubles gastriques. Et ça augmente la quantité d'énergie qu'on apporte. Ok, très bien. Le gut training, on en parlera sur le stage qu'on fait ensemble au mois de mai. Je crois que c'est Ouais. une des thématiques et dont les stagiaires vont entendre parler. Tu parlais juste avant de ce ratio et justement de ce qui est indiqué sur certains produits euh, qu'on peut trouver dans le commerce. Toi, enfin, quels sont les indicateurs, les ingrédients que tu vas regarder lorsque tu choisis ta nutrition? Alors, en fait, je veux pas paraître critique envers le marketing ou envers les marques, etc. C'est pas du tout mon but et pour moi, c'est pas constructif comme message. Mais il y a un constat qui est à faire, c'est qu'il y a énormément de marques de nutrition sportive. Le marché de la nutrition sportive, c'est très lucratif, ça rapporte beaucoup de sous parce qu'on en consomme beaucoup. Et du coup, ça a amené plein de marques dans le marché de la nutrition sportive à produire des choses qui deviennent de plus en plus difficiles à lire pour les participants, pour les pratiquants. Donc, on voit des produits avec des BCA, on voit des produits avec ça dedans, on voit des produits avec ces électrolytes-là. Bref, c'est extrêmement compliqué de s'y retrouver. Moi, je regarde, je dirais deux choses. Première chose que je regarde, donc sur un produit d'effort, peut-être trois choses. Première chose que je regarde, c'est est-ce qu'il y a que des glucides dedans? Je veux pas de lipides, c'est ce que j'ai dit. Ça se digère pas, ça augmente les risques de troubles gastriques. J'ai pas besoin d'en apporter par l'alimentation, j'en ai largement en stock. Donc, est-ce qu'il y a que des glucides? Parce que c'est ce que je veux consommer. Deuxième chose que je regarde, c'est selon, selon le grammage que je veux consommer. Est-ce qu'il y a qu'une seule source de glucides ou est-ce qu'il y en a deux? Donc, est-ce qu'il y a, par exemple, si je suis, imaginons, je m'achète une boisson d'effort pour le quotidien, pour des footings que je vais faire, ou comme je t'ai dit au début, je consomme une quarantaine de grammes par heure sans trop me poser de questions. Moi, j'ai besoin globalement que de maltodextrine. J'ai pas besoin d'apporter de fructose. D'ailleurs, j'ai oublié de le dire, le fructose, il est efficace que en plus de la maltodextrine. Tout seul, il marche pas bien. Il faut consommer les deux. Et ça, il y a des travaux là-dessus. Donc bref, si je veux une boisson d'effort pour le quotidien, parce que je me mets un peu dans la flasque quand je pars courir et je vais me boire une quarantaine de grammes, je regarde s'il y a que de la malto, par exemple.
Si je suis sur une boisson pour les fois où je veux consommer plus de glucides, ou alors j'utilise toujours mes produits, où je veux un ratio, je veux plusieurs sources, je veux aller au-delà des 40 grammes, donc je veux plusieurs sources, alors je regarde s'il y a bien maltodextrine et fructose. Parce que ça pour le coup, je trouve que c'est un peu malhonnête, et j'ai dit que je taperai pas sur les marques, mais je vais le faire juste une fois, mais sans cibler une marque en particulier. Tu as 20 marques qui te marquent deux sources de glucides, et dedans, par exemple, c'est sirop, je prends un gel, c'est sirop de glucose, maltodextrine et dextrose. Et en fait, c'est les trois, c'est exactement la même, c'est transporté par les mêmes transporteurs. Donc on te marque trois sources de glucides, mais en fait les trois sont utilisés de la même façon. Donc toi, ça te laisse entendre que ah cool, j'ai des sources différentes, c'est peut-être plus digeste. Et en fait non, c'est la même chose. Maltodextrine, glucose, dextrose, c'est transporté de la même façon, et fructose, c'en est encore un autre. Et donc du coup, si je cherche une boisson d'effort par exemple ou des gels pour un moment où je veux consommer, imaginons, je suis quelqu'un qui consomme 70 grammes, ou sur mes sorties longues, je prends 60 grammes, 70 grammes, et ben je regarde qu'il y a bien ces deux sources-là à un ratio qui m'intéresse. 1,05, 2 pour 1, 1,08, peu importe. Ok, très clair. Écoute, Et dernière chose que je veux dire, qui est pour moi super importante d'ailleurs, euh, c'est pas forcément cher de consommer des sucres au quotidien quand on fait ses sorties. Si on prend un seau, mais je parle vraiment un seau hein, de 10 kilos, je crois que c'est ce que j'avais acheté de maltodextrine, ça coûte pas très cher. Donc ça veut dire que déjà pour les sorties quotidiennes, bah c'est facile. Là depuis tout à l'heure, je vous parle de ratio glucose-fructose 1,05, 1,08. Ça veut juste dire que je mets une proportion de glucose, enfin de maltodextrine, et une proportion de fructose équivalente. Un ratio 1,05, ça veut dire que par exemple, je me mets dans une flasque 10 grammes, si c'est 40 grammes, je vais mettre 20 grammes de, allez, je fais un calcul simple, je vais mettre 20 grammes de maltodextrine, 10 grammes de fructose. Le fructose, ça se trouve en supermarché. Donc j'avais calculé, moi je pouvais me faire si tu le fais maison, alors ça a juste pas de goût, donc peut-être qu'il faut un arôme, si vous voulez un arôme, mais ça se trouve aussi sur internet. Mais une boisson super basique, juste sucrée, avec de la maltodextrine et du fructose, ça revient, je crois que ça revenait dans mes souvenirs, je le faisais moi-même, ça me revenait à 10 centimes par 100 grammes, un truc comme ça. Enfin, je veux dire, c'était vraiment que dalle. Donc, on n'est pas obligé d'acheter des choses super chères pour avoir des produits qui nous aident dans le quotidien et pour avoir des apports, c'est pas forcément important. Alors, moi, je collabore avec une marque de nutrition sportive, c'est Fort Endurance, c'est un partenaire du podcast, je le cite maintenant parce que c'est un partenaire qui me soutient et qui soutient le projet. Moi, je prends leurs produits, donc je suis très content. Mais c'est également possible de le faire maison. Il y a également d'autres marques et donc les personnes peuvent jongler entre ça pour pas avoir trop le côté financier qui vient être un frein à bien s'alimenter pendant l'effort. tout à fait. Ouais, c'est important de le préciser en effet. Bah, écoute, moi, j'ai fait le tour de mes questions. Tu avais encore des petits points que tu voulais aborder ou on peut passer aux questions éventuellement des Eh auditeurs? ben, écoute, on peut passer aux questions des auditeurs sans problème. Alors allez-y, posez vos questions dans le chat. Je regarde, on n'a pas raté. Euh, on en a pris au vol, donc je crois on était assez au clair là-dessus. Tac. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on est en train de les regarder. Mais il y a peut-être un petit décalage le temps que les questions arrivent. Ouais. Écoute, on va attendre quelques instants. En tout cas, non, c'était vraiment super intéressant. Je trouve que tu as déconstruit plein de mythes et de choses qu'on fait toutes et tous et qu'on entend à droite à gauche des personnes avec qui moi je cours en tout cas, tu vois, qui peuvent avoir certaines pratiques. Ah, mais j'ai toujours fait comme ça. Euh, Euh, voilà, Il y a un c'est truc que, il y a un truc que j'ai oublié de dire, c'est quand tu as parlé, j'en profite là en attendant que voir s'il y a une ou deux questions qui remontent, mais comment je fais quand je construis mon plan alimentaire? Il y a quelque chose qui pour moi est super important, c'est quoi la course, à quoi ça ressemble, qu'est-ce que je vais pouvoir consommer au ravitaillement, qu'est-ce que je peux consommer en autonomie, combien de temps je vais mettre, combien de temps je vais mettre et qu'est-ce que je peux apporter. Si je mets un peu plus, est-ce que j'apporte assez d'alimentation? Moi, je sais que par exemple quand je cours, euh, j'ai toujours deux gels de secours que je ne touche pas de la course entière. C'est vraiment au cas de j'ai mis beaucoup plus de temps que prévu, ce qui peut arriver plein de fois, et je les garde. Donc je me dis deux gels, ça va me faire quoi? Ça va me faire un gel, c'est 70 grammes, ça va me faire 100 grammes en plus. Bon, c'est pas très grave. Donc voilà. J'ai une question dans le chat.
Le régime cétogène à l'effort, même longue durée, c'est bullshit. C'est ultra bullshit. Et alors, je suis très tranché là-dessus. Il y aura peut-être des personnes qui le sont moins que moi. C'est très bullshit pour plein de raisons. Première raison, il n'y a rien qui lui donne raison dans la littérature. Donc ça, c'est une première chose qu'il faut souligner, c'est qu'il n'y a rien dans la littérature qui a montré que le régime cétogène, c'était une bonne idée. C'est des pratiques d'influenceurs, c'est des pratiques peut-être de personnes qui cherchent à, je sais pas, à faire le buzz, j'en sais rien, mais dans la littérature scientifique, il n'y a rien qui montre que c'est efficace. Deuxièmement, par contre, il y a des cas où c'est efficace. Le régime cétogène, c'est vrai. Je ne peux pas complètement cracher dessus. C'est dans le cas de certaines pathologies chroniques. Pour certaines personnes, si je dis pas de bêtises, il faudrait vérifier la littérature, mais je crois que c'est dans le cas d'épilepsie qui sont résistantes au traitement, des personnes qui ont par exemple des diabètes prononcés, des équipes médicales peuvent proposer des régimes cétogènes cadrés et suivis par l'équipe médicale. C'est-à-dire que moi, j'hallucine un peu quand j'entends des gens qui me disent sur des commentaires de vidéos, moi, je suis en cétogène depuis 2 ans et qu'on fait ça tout seul chez eux sans aucun suivi, alors qu'on sait qu'il y a des risques pour la santé derrière. Donc pour moi, deuxième chose, c'est autant du bullshit d'un point de vue performance que du bullshit d'un point de vue santé. Et voire même, ça peut être risqué pour la santé. Enfin, on parle quand même de demander à notre métabolisme de mettre en place de la cétose, qui est un mécanisme de survie pour produire des glucides, principalement pour le cerveau, parce que c'est le plus gros consommateur, c'est le cerveau. Et donc, on lui demande de fonctionner au quotidien sur cet état de survie. Enfin, pour moi, j'hallucine un petit peu quand j'entends parler de ça. Et du coup, dernière chose que je voulais dire sur le cétogène, j'ai oublié ce que c'était. Oui, alors, ça chointe un petit peu le fait que les glucoses, que la lipolyse fonctionne uniquement grâce à des glucides. Quand tu es adapté au cétogène, que ça fait plusieurs années, parce que ça prend vraiment du temps à s'adapter au cétogène, quand tu es adapté, tu passes un petit peu par d'autres voies métaboliques qui ont pour but que ton corps met en place pour lutter contre le fait qu'il n'y a pas de glucose, qu'il n'y a pas de sucre. Mais en fait, on sait que c'est sous-optimal, on sait que ça marche très mal, et en fait, ouais, tous les profs de STAPS, et c'est marrant parce que j'ai reçu plusieurs invités où on en a parlé, des lipides à l'effort, et ils ont tous utilisé la même métaphore. Les lipides brûlent au feu des glucides. Et ça, pour moi, c'est une des meilleures métaphores. Les lipides, c'est une super source d'énergie, c'est trop bien. Pour l'endurance, c'est presque le carburant le plus important, mais ça brûle que si on a des glucides. Et du coup, bah, si on voit ce que c'est le cétogène, quand on voit ce que c'est le cétogène, bah, on se rend compte qu'il y a une incompatibilité avec comment notre métabolisme fonctionne en fait. Voilà. Le régime cétogène, pour préciser, c'est en gros la suppression des, des glucides de Ouais, l'alimentation. ouais, voilà, c'est ça, c'est ce qu'on appelle low carb ou cétogène, c'est pareil globalement. Alors il y en a qui dissocient les deux, moi je les dissocie pas parce que dans les deux cas, le but c'est de réduire les doses de glucides, de glucides au quotidien et du coup forcément à l'effort. Donc voilà. Ok, ok, très bien. Bah, c'est important de clarifier. Et puis, tu reviens toujours sur le même sujet aussi, c'est de se faire accompagner par les professionnels de santé. Euh, Ça reste la base, notamment si on met en place des changements qui sont assez lourds sur bah voilà, sur l'alimentation au quotidien. Ça s'improvise pas, donc voilà, ne minimisez pas l'impact et faites-vous accompagner si vous souhaitez bah voilà, vous perfectionner sur ces sujets-là par des professionnels de santé qui seront à même de vous aider, de vous accompagner, de vous donner les clés et de suivre en fait ce que vous mettez en place surtout. Ah ouais. Ouais, la plupart du temps, si tu dis à ton médecin nutritionniste, tu dis à ton médecin nutritionniste, je veux passer en cétogène, il va te dire, mais qu'est-ce que tu fais? Enfin, pourquoi? Il y a une question qui est là, qui est remontée aussi. La semaine dernière, c'est intéressant de réduire son apport en glucides avant la recharge glucidique. Alors ça, c'est ce qu'on appelle le régime scandinave dissocié. Régime scandinave ou régime scandinave dissocié, je crois que c'est deux variantes qui sont pas exactement les mêmes. Globalement, ni l'un ni l'autre ne sert à grand chose en fait. Et c'est ça qui est assez intéressant. Premièrement, ce qui est sûr, c'est que si tu fais une recharge glucidique, les études ont montré que tu as les mêmes bénéfices avec privation de glucides avant ou sans privation de glucides avant. Donc si tu fais une recharge glucidique, t'as pas besoin de te priver de glucides avant. En fait, le mécanisme est assez simple, hein, t'apportes des glucides, il y en a plein, ton corps les stocke et basta. Il n'y a pas besoin de vider entre guillemets les stocks avant. Il y a des athlètes hein, de haut niveau même qui rapportent l'avoir fait, hein, même en rajoutant des entraînements à jeun, etc. pour vraiment épuiser les stocks. Après, tu les re-remplis.
ouais, il y a plus de chances d'arriver fracassé à ta course qu'en forme, et globalement, t'arrives à peu près au même stock de glycogène par la suite. Donc ça sert pas à grand-chose. Deuxième chose, actuellement, la recharge glucidique elle-même, elle est questionnée. C'est-à-dire qu'il y a des travaux qui montrent que globalement, cette recharge glucidique, elle est pas si efficace que ça, et encore moins sur des efforts qui vont durer genre moins de 5-6 heures. Donc on commence quand même à s'intéresser à certains types d'efforts qui dépassent les 6 heures, où effectivement les stocks sont super importants. Première chose, du coup, ça n'a pas l'air si efficace que ça, la recharge glucidique, comparativement à manger comme d'habitude, à manger normalement. Alors évidemment pas se priver, mais voilà. Et deuxième chose, il faut remettre la recharge glucidique dans la perspective du confort gastrique à l'effort. C'est-à-dire qu'en fait, si tu es un athlète, on n'est pas égaux, on n'est pas égaux face aux sensibilités au niveau de l'intestin et de l'estomac. Il y a des personnes qui vont manger plus de glucides, par exemple, au quotidien et être très bien, et il y a des personnes qui vont augmenter les doses et pas se sentir bien. Ça va pas être confortable au niveau gastrique. Et du coup, bah, si tu fais ta recharge glucidique pour gagner un petit peu, imaginons en stock de glycogène, mais parallèlement, tu augmentes tes troubles gastriques, et quand tu fais ta course, quand tu vas manger des gels, tu n'es pas très bien, donc tu vas réduire la quantité que tu manges pendant l'effort, bah, au final, en fait, ta recharge glucidique, elle a pas servi à grand chose parce que l'un dans l'autre, tu es peut-être même perdant. Et donc souvent, moi, j'ai tendance à dire que vu les effets qui semblent relativement moindres, entre guillemets, ils sont pas si fous, les effets de la recharge glucidique, et vu l'importance du confort gastrique sur les efforts qui durent 5-6 heures, parce qu'on a dit qu'en dessous, c'était pas très efficace, dans la balance, j'ai tendance à dire, moi, ta recharge, c'est peut-être pas si important. Au pire, rajoute un sirop, par exemple, pendant 2-3 jours, tu bois un sirop ou deux en plus, des choses qui sont un petit peu sucrées, pourquoi pas. Mais tu vois, là, la recharge glucidique, généralement, c'est augmenter les portions de féculents, et ça, tout le monde va pas bien le digérer. Et donc, il faut faire gaffe à ça. Et donc, pour répondre à la question, l'histoire de recharge avec du glycogène frais, ouais, ouais, c'est un mythe. Il y a un glycogène, c'est un glycogène, quoi. Euh, il y en a pas qui sont plus ou moins vieux, il y en a des ridés, il y en a des en forme. Mais du coup, j'avais jamais entendu ce mythe, mais non, non, ouais, un glycogène, c'est un glycogène qui date de 2-3. En plus, ils passent leur temps, tu passes ton temps à les utiliser, à les restocker, les glycogènes, hein. C'est pas une petite banque que tu gardes secrètement quelque part. En permanence, bah là, par exemple, on est au repos, j'ai pas mangé depuis quelques heures. J'utilise des stocks de glycogène, exactement comme mes lipides, je les utilise pour vivre. Donc en fait, c'est des stocks qui sont en permanence cramés et reconstitués. Et donc, ils sont ni vieux ni jeunes, ils sont juste là, quoi. Il y a d'autres questions éventuellement. Pierre qui insiste bien toujours passer par des pros. On ne le dira Ah, jamais assez. une question que je trouve super cool là. Je vous ai entendu parler d'alimentation liquide, poudre. Est-ce que préférez au solide pendant l'effort? Ce serait plus simple de mesurer les apports. Alors, pour moi, c'est même plutôt l'inverse. C'est-à-dire que j'ai tendance à mes athlètes qui ont des sensibilités gastriques, qui ont des troubles gastriques facilement, je leur recommande plutôt une alimentation liquide ou semi-liquide, donc boisson et gel, plutôt que des alimentations solides. Moi, par exemple, je suis assez sensible. Je peux pas manger ce que je veux à l'effort. Je fais super attention et je sais que, par exemple, les bars, euh, j'en prends plutôt, j'en prends plutôt quand j'ai vraiment faim que comme ça tout le temps. Donc, pour moi, il n'y a pas d'étude là-dessus, mais c'est plutôt préférable de partir avec des boissons et des gels plutôt que de l'alimentation solide. Ça ne veut pas dire qu'il faut complètement la mettre de côté. Si toi tu es à l'aise avec, pour répondre à la question, si toi tu es à l'aise avec, avec le fait de manger solide pendant l'effort, bah, il n'y a pas de souci, mange-en. Euh, Si tu as des risques, si tu sens que t'es pas à l'aise, si tu sens que globalement c'est pas facile, bah, essaye plutôt du liquide ou du semi-liquide. En fait, généralement, on n'a pas très faim pendant les efforts, hein. En fait, si tu apportes les bonnes doses de glucides, t'as pas très faim. Donc voilà. Il y a Vivien qui nous dit des études sur les risques de stéatose hépatique à prendre souvent du sucre. Bullshit aussi ou pas, puisque le sucre est utilisé. Alors, il y a deux choses qui sont importantes dans la réponse. Donc bon, stéatose hépatique, c'est un problème suite à la consommation qui découle de la consommation excessive de sucre, globalement. Il y a deux choses à prendre en compte, qui est super importante. Sucre et glucides, c'est pas pareil. Et ça, c'est super important parce que on sait, et là, je parle pas de ce qui se passe à l'effort, je parle de ce qui se passe au quotidien chez les populations sédentaires.
On sait que au quotidien, chez des populations sédentaires, des doses de fructose élevées sont pas top pour la santé. Ça, on le sait. Quand tu consommes du sucre au quotidien, tu consommes du sucrose, qui est un mélange, j'ai dit, un pour un glucose-fructose. Donc, tu manges beaucoup de fructose également, en plus de manger beaucoup de glucose. Donc, première chose à prendre en compte. Ça, on sait qu'il y a des effets. Et il faut dissocier glucides et sucre, qui sont pas les mêmes choses. Tu peux avoir des hauts, et je connais des athlètes qui font ça en triathlon, tu peux avoir des hauts apports en glucides sans avoir quoi que ce soit de sucré en bouche. Par exemple, en mangeant de la purée de pommes de terre. De la purée de pommes de terre avec de la boisson de soja. J'ai un ami que je connais très bien qui consomme ça sur des triathlons de longue distance. D'ailleurs, je crois que son plus beau triathlon, c'est celui où il y a du dénivelé, il saute dans un lac glacé au début. Alors, Euh, c'est en. j'ai oublié son nom. Bref, peu importe. Il fait ça et lui, il consomme pendant tout l'effort, il consomme de la purée de patates coupée avec du lait d'avoine. Donc, je veux dire, il n'y a rien de sucré dans sa bouche. Première chose à faire, dissocier glucides de sucre. Deuxième chose, pour répondre à ta question, Vivien, c'est super important de dissocier le mécanisme, le métabolisme à l'effort du métabolisme au repos. Northman, merci pour la réponse. Il faut vraiment dissocier le métabolisme à l'effort du métabolisme au repos. À l'effort, le moindre gramme de glucides que tu apportes, il part directement et il est cramé par ton muscle et il produit de l'énergie. Il n'y a pas de stockage, d'ailleurs, il n'y a même pas de réaction glycémique à l'effort. La réaction glycémique, donc les pics glycémiques, le fait de sécréter de l'insuline, avoir des pics glycémiques, etc. Et on parle des fois des problématiques de santé quand tu as des indices glycémiques élevés. C'est une réalité. À l'effort, ça n'existe même pas tout ça. Ton glucide, il arrive dans l'intestin, il est utilisé le plus vite possible pour produire de l'énergie et il est cramé, il disparaît. Donc il faut vraiment dissocier les deux. Il n'y a aucune preuve dans la littérature aujourd'hui que les sportifs d'endurance qui consomment des produits glucidiques ont des problèmes de santé au niveau hépatique, au niveau intestinal, au niveau de l'estomac, etc. Parce qu'en fait, les sucres sont directement utilisés. Les glucides sont directement utilisés. Là où, par contre, je rejoins complètement la question, c'est que oui, dans la population générale, qui est plutôt sédentaire, qui fait peu d'activité physique, euh, il y a des problèmes de santé à consommer trop de sucre raffiné, etc. Oui, ça on le sait. Mais en fait, il y a une énorme différence entre trois catégories de situations, on va dire. Les preuves de la littérature sur la santé qui découlent de de personnes sédentaires qui pratiquent pas d'activité physique et de sport, les besoins du sportif au quotidien qui ont des dépenses énergétiques régulières et donc qui a un métabolisme qui fonctionne en partie pour répondre à ces dépenses énergétiques régulières. Par exemple, refaire des stocks de glycogène. Je connais des chercheurs en nutrition de l'exercice qui travaillent avec le plus haut niveau du cyclisme, la team AG2R Decathlon la mondiale, donc ça commence à pédaler un petit peu. Sur certaines sorties, ils ont des recommandations de boire un soda après l'effort, parce qu'en fait, il y a tellement de stock à reconstituer qu'il faut du sucre rapide, donc il a du sucre raffiné. Ils mangent pas ça au quotidien. Les mecs, ils mangent pas des sodas tous les jours. Mais dans un contexte particulier, en récup juste après l'effort, et avec des séances, des enjeux de séances qui vont se répéter, ben, ils prennent un soda pour vite reconstituer avec du sucre rapide. Mais c'est des cas isolés. Et la troisième catégorie qu'il faut absolument dissocier, c'est euh, le métabolisme à l'effort, qui est pas celui à l'exercice, etc. Et donc souvent, on mélange les deux. Oui, le sucre raffiné, etc. En tant que sédentaire au repos, c'est pas du tout recommandé. L'OMS recommande 25 grammes de glucides par jour, de sucre par jour maximum. Ça s'applique pas aux sportifs d'endurance qui ont potentiellement des besoins plus élevés parce que on est très dépendant des dépenses en glucides et en glycogène et ça s'applique encore moins à l'effort où là on est complètement sur autre chose et en fait tu es en train de produire de l'effort en permanence et ton glucide il est utilisé, ça tourne à fond. Donc voilà pour répondre, j'espère que ça répond à la question. Il y a également une question là, est-ce que l'hypoglycémie à l'effort, c'est un mythe aussi ou pas? L'hypoglycémie, c'est une baisse de glycémie. Donc non, c'est pas un mythe. À l'effort, c'est pas un mythe, parce que du coup, tu as de la glycémie, et quand tu tapes dedans, bah, tu as de moins en moins de glucides, donc ta glycémie baisse, tu as moins de glucides circulant dans le sang, ta glycémie baisse, tu fais une hypoglycémie. L'hypoglycémie réactionnelle, c'est une réalité au repos. Tu as mangé du sucre, tu as un pic d'insuline, tu stockes plein de glucides et après, bah, tu en as plus circulant, donc tu fais une hypoglycémie. Pareil, je vulgarise, je fais des raccourcis, mais c'est pour que tout le monde comprenne.
Du coup, l'hypoglycémie réactionnelle à l'effort, elle n'existe pas. Parce que tu n'as pas d'insuline sécrétée. Tu as des travaux qui sont publiés là-dessus et il y a une infographie qui est super cool. Tu peux la retrouver sur l'Instagram de Askar Drop, qui fait plein de petites infographies qui vulgarisent. Et il montre une étude où tu as plein de produits qui sont testés pendant l'effort et tu vois que la réponse insulinaire, elle est lisse, il se passe rien. T'as pas de pic de glycémie. Donc tu peux pas avoir d'hypoglycémie réactionnelle à l'effort. Par contre, tu peux avoir une hypoglycémie si tu n'apportes pas de glucides. Et en fait, tu as l'impression que c'est une hypoglycémie réactionnelle parce que, imaginons, tu es dans le dur ou tu es dans l'effort, tu apportes des glucides, ça va mieux, tu plus de glucides, ça va pas bien, donc tu as l'impression que c'est une hypoglycémie réactionnelle, mais en fait, c'est juste que bah, tu as cramé tout ce qu'il y avait et il n'y a plus rien, donc tu te sens fatigué et donc voilà. Mais donc, l'hypoglycémie à l'effort, c'est possible. Elle n'est pas trop réactionnelle, elle est juste que tu es retombé à zéro d'énergie et tu es retombé à zéro d'énergie et bah, tu te sens pas bien parce que tu es fatigué. Ouais, il parlait bien de l'effort. Ouais, ouais. Mais du coup, pour moi, encore une fois, comme c'est vraiment des mécanismes, des voies métaboliques et des mécanismes différents, je fais vraiment super attention à toujours préciser ce qui se passe au repos, ce qui se passe à l'effort. Parce qu'en fait, on a l'impression que c'est la même chose, mais on peut pas faire les parallèles Ouais, comme ça. Sinon, effectivement, sinon la littérature ne nous dirait pas de manger les experts en nutrition de l'exercice. Encore une fois, de la Société internationale, etc., qui se regroupent, ils sont 50, et ils s'intéressent également à la santé des gens, hein, ils n'ont pas envie qu'on crève d'une maladie hépatique. Ils ne nous recommanderaient pas de manger 50 ou 70 grammes de glucides par heure. Donc c'est bien que c'est pas les mêmes métabolismes, c'est pas les mêmes voies, et il faut vraiment à chaque fois toujours dissocier les deux. ouais, ouais, ouais. Nos besoins, Voir les trois, pardon. ouais, ouais, voir les trois quand tu prends le cas à l'effort, juste après l'effort, dans des cas particuliers où tu as des gros besoins, c'est pas à chaque sortie, hein, mais imagine tu rentres de 8 heures de vélo, tu es dans une situation particulière et au repos. Tout à fait. Ouais. Super. Super. Est-ce qu'on a eu d'autres questions? Je ne crois pas. Non. Riche en informations, ce live nutrition. Et en réaction? Ça intéresse, Hypoglycémie. c'est clair. C'est un vrai sujet, comme tu l'as dit, on est un peu bombardé d'infos à ce sujet-là, et du coup, c'est bien voilà, d'éclaircir un peu, de débroussailler et d'aider tout le monde à y voir plus clair, et en s'appuyant sur la science, c'est Ouais. quand même hyper intéressant. Bah, je trouve que parfois on est bombardé d'infos parce que justement, et là pour le coup je suis un peu critique, je suis désolé, mais parce que vendre de l'eau et de la maltodextrine, c'est pas très cher. Par contre, donc ça peut être dur à vendre, alors que vendre de l'eau, de la maltodextrine et des BCAA et des électrolytes, ah ouais, d'un coup ça fait et de la caféine. Bon, la caféine, je suis pas critique parce que c'est super utile et c'est super efficace et on pourrait en parler. D'ailleurs, on en parlera dans le stage, mais bref. Mais du coup, vendre un gel qui est eau, maltodextrine, BCAA et électrolytes, sodium, machin, bah ça se vend mieux. Et c'est pour ça que des fois que ça noie l'info, alors qu'en fait, quand tu regardes ce qu'il te faut à l'effort, c'est super simple et tu peux le faire maison ou faire confiance à des produits. Ouais, super. Bah écoute, merci Cyril, merci de ton temps, merci pour toutes ces infos, c'était super clair, super intéressant. Je pense que Ouais, merci qui ont apprécié ces infos-là. Euh, j'en reparle à nouveau, mais du coup, on organise ce stage au mois de mai, du coup, du 1er au 4 mai sur trail et nutrition dans le Vercors. Cyril sera là et va voilà, vous aider à y voir plus clair sur ces sujets de nutrition, à construire un plan nutritionnel qui sera adapté du coup à vos besoins pour aussi le tester. Il y aura des sorties trail avec Clément, accompagnateur en moyenne montagne, qui est aussi chercheur, donc il y aura aussi plein de choses à vous raconter, super intéressantes et basées sur la science. Voilà, on se retrouve pour le prochain live, c'est mercredi, il y en a eu deux cette semaine, ouais, désolé, l'agenda a été un peu bousculé avec ce petit bug la semaine dernière. Mercredi, on va parler récupération, sujet super intéressant et qui fera, je pense bien le lien entre l'entraînement, la nutrition. Voilà, on va faire des ponts entre les trois sujets. Et je vous mets le lien pour plus d'infos sur ce stage en story dans 3 minutes. Donc voilà, vous aurez tous les éléments parce que là, je crois que je peux pas trop aller sur le site chercher le lien et faire en commentaire. non mais Euh, abonnez-vous aux endurants, comme ça vous avez toutes les infos. Abonnez-vous aux endurants, abonnez-vous à Courir Mieux pour les personnes qui viennent des endurants et qui sont sur ce live. Et puis on se retrouve mercredi. Merci Cyril. Ouais, à mercredi et merci à toi Léo. Salut. Et Et ciao tout merci le pour monde. tes guitares.